Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de Canal 32. Nous sommes le vendredi 19 novembre. Parmi les titres de cette édition, l'opération Artimobile. Les artisans font leur promotion dans les collèges à l'aide de petites voitures colorées. La tournée nationale s'est arrêtée pendant 2 jours dans l'Aube. Aujourd'hui, c'était au tour des collégiens de Bar-sur-Seine d'être informés sur ces métiers souvent méconnus. Autre sujet développé dans le JT, les journées Plug and Start Campus. Elles se tenaient depuis mercredi à la Technopole de l'Aube. Des journées à destination des étudiants de grandes écoles pour détecter et surtout aider les entrepreneurs de demain. Et puis les sports avec du football. La Coupe de France ce week-end, le 7e tour. Les Stacks se déplacent à Château-Thierry. A priori, les joueurs de Ligue 2 n'ont pas de soucis à se faire. Mais attention, entre les Troyens de Jean-Marc Furlan et la Coupe de France, le courant ne passe plus. On les appelle les Artimobiles. Ces petites voitures flashy font partie d'une opération de communication dans les collèges. Le but, faire découvrir aux jeunes les métiers de l'artisanat. La flotte de véhicules s'est arrêtée pendant 2 jours dans l'Aube. Après Méry-sur-Seine et Arcis-sur-Aube hier, c'était au tour des collégiens de Lusigny-sur-Barse et de Bar-sur-Seine d'être sensibilisés aujourd'hui. Reportage justement au collège Paul Portier de Bar-sur-Seine, Christian Vira. 6 véhicules aux couleurs acidulées dans une cour de collège. Leur nom, Artimobile. Elles servent de support d'information sur les métiers de l'artisanat. Donc on a 6 voitures avec 5 ordinateurs par voiture. On a 3 logiciels par voiture. Un qui s'appelle ArtiQuiz à l'avant. Vous avez les portes ouvertes côté passager. C'est un questionnaire. Vous avez 6 questions. À chaque question, vous avez 3 réponses possibles. Le principe, c'est de trouver la bonne réponse. Artinavigue, vous avez une carte avec 6 quartiers. Chaque quartier représente un domaine de métier. Donc vous avez musique et son, image, mode et beauté, sport et nature. De l'autre côté, gourmandise à la table, maison et déco, et mécanique et transport. Donc on va aller chercher, par exemple, si on veut chercher le boulanger, le pâtissier, le chocolatier, ça va être dans gourmandise à la table. Si je cherche le charpentier, le maçon dans maison et déco, et ainsi de suite. D'accord ? Si les élèves sont capables de citer près d'une trentaine de métiers liés à l'artisanat, ici, ils peuvent en découvrir 250 de façon ludique. C'est super sympa, je trouve ça super marrant, les voitures elles sont bien, c'est sympa sur les ordi. Qu'est-ce que c'est un chauffeur ? En fait c'est une personne qui confectionne des surfs, ils sont les premiers à les tester au niveau de l'aérodynamisme, le décor, le design et c'est un métier beaucoup que tu d'autres connais ? choses. Je le connaissais pas avant, non. Depuis 2006, 12 véhicules parcourent ainsi la France, 11 semaines par an. Objectif, lever les a priori sur les métiers de l'artisanat. Des métiers qui sont uniquement manuels, qui n'utilisent pas les nouvelles technologies. Et ça, c'est faux en fait. Parce que ce sont des métiers sur lesquels les gens se forment en règle générale quand même de façon assez récurrente. Nous ne sommes pas là pour faire du recrutement. C'est vraiment une découverte des métiers par les collégiens. Dans cet établissement, près de 260 élèves ont pu accéder à tour de rôle à ces ateliers découvertes. D'après le principal, 1 sur 2 s'oriente vers les formations professionnelles. En France, les entreprises liées à l'artisanat emploient 920 000 salariés. L'objectif, c'est de pouvoir pallier sur les départs en retraite, qui vont à mon avis être très nombreux dans l'avenir. Et puis, on ne s'improvise pas maçon, on ne s'improvise pas boulanger, on ne s'improvise pas... Il y a d'autres exemples comme ça qu'on pourrait citer. Donc, il faut absolument que les jeunes soient formés. Et pour que les jeunes viennent, arrivent dans les métiers de l'artisanat, il faut qu'ils aient la connaissance de tous ces métiers-là. Ces voitures électriques continuent leur tournée jusqu'à mi-décembre. En tout, près de 12 000 élèves par an peuvent toucher ces Artimobiles et aborder ainsi l'une des 750 formations possibles pour devenir artisan. Toujours sur les routes, c'est un soulagement pour les 30 000 automobilistes qui circulent chaque jour dans le secteur. Depuis ce matin, la rocade nord de l'agglomération troyenne est passée officiellement en 2 fois 2 voies entre Barberey-Saint-Sulpice et Crenay-près-Troyes. 1 an et demi de travaux aura été nécessaire pour mettre en place ce doublement des voies. Le but, fluidifier le trafic. Jean-Claude Matisset, vice-président du Conseil général en charge des infrastructures. Il répond à Jonathan Boisset. Ce sont des travaux qui ont eu lieu sur quelques 35 km de chaussée. Mais ces travaux-là ont permis aussi, bien sûr, de réaliser un certain nombre de travaux sur des ouvrages existants, notamment 3 ponts. Également de réaliser un ouvrage d'évacuation des eaux, puisque c'est un pont qu'on va
nommé un pont souterrain pour favoriser l'évacuation des eaux en face de Fouchier et la Chapelle-Saint-Luc. Et aussi la réalisation, on en a, vous devez en avoir à l'écran, de quelques 2 km, 2 km et demi de murs anti-bruit. Il reste encore quelques menus travaux à faire. La signalisation directionnelle est réalisée. Il nous reste maintenant quelques plantations, etc. Mais tout ça, quelques marquages au sol. Mais tout ça va se faire dans les semaines qui viennent. Et le doublement des voies sur cette rocade nord aura coûté 14 millions d'euros. Toujours sur les routes, notez que depuis le 15 novembre, le Conseil général a mis en place son plan hivernal. Jusqu'au 11 mars, la météo et les conditions de circulation vont être surveillées attentivement. Des patrouilles et 35 ensembles d'intervention pourront, si besoin, être dépêchés sur le terrain, notamment en cas d'annonce de verglas ou de neige. Il s'agira alors d'informer les automobilistes et surtout de traiter une partie des 4500 km de route dans l'Aube. On connaît depuis 8 ans les journées Plug and Start, ces journées de conseil destinées aux futurs entrepreneurs à la Technopole de l'Aube. Et bien depuis un an, le concept s'est décliné pour s'adresser aux plus jeunes avec les Plug and Start Campus. La 2e édition se tenait depuis mercredi. Les étudiants de grandes écoles étaient invités à venir proposer leurs projets. C'est l'occasion de montrer qu'ils sont capables de créer des startups innovantes et pourquoi pas en plus de les créer dans le Grand 3, une agglomération reconnue comme étant dans sa catégorie la 5e la plus attractive de France, selon le magazine L'Entreprise. Reportage Annabelle Millet. Petite sœur de la version Plug and Start, cette session campus adressée aux étudiants de grandes écoles démontre une fois de plus que c'est avant tout dans l'action innovante qu'on obtient un tel classement. Plug and Start, c'est véritablement une action, c'est une dynamique. Si qui plus est, elle permet, comme on l'a vu dans le récent classement de l'entreprise, parce qu'il y a une technopole qui existe, parce qu'il y a une pépinière qui existe, parce qu'il y a un incubateur qui incube des projets, de gagner quelques places dans le classement des villes entreprenantes en France, on est ravis. C'est une contribution qu'on apporte en plus, mais qui n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est véritablement d'attirer du projet innovant, de telle sorte que l'économie se développe, des richesses se créent à nouveau et de l'emploi se développe sur le territoire au bois. La modestie du directeur de la Technopole de l'Aube ne fait pas oublier que cette année, les 230 experts et dirigeants d'entreprises accueillent 12 écoles d'envergure, comme le groupe ESC3, l'Institut d'Optique Graduate School, le Reims Management School ou encore l'incubateur HEC, présent déjà à la dernière édition. C'est un peu un moment unique dans l'année où on arrive comme ça à regrouper plusieurs écoles, plusieurs étudiants et à créer vraiment dans 3 jours un peu un moment unique où tout converge autour des projets, où il y a un vrai enthousiasme, un vrai dynamisme, où c'est vraiment un bain d'énergie de voir tous ces jeunes qui veulent lancer leurs projets, qui travaillent jusqu'à très tard, qui sont là très tôt le matin, avec 200, 300 experts, entrepreneurs qui viennent pour les aider. Plug and Start attire de plus en plus de grandes écoles et de porteurs de projets particulièrement intéressants. Ils sont 49 cette année. Florian et Amandine travaillent à l'Institut d'Optique d'Orsay sur le projet d'un outil de diagnostic du cancer du sein, in vivo et en temps réel. Ils espèrent beaucoup de ce séminaire au bois. C'est une occasion assez exceptionnelle en tout cas pour des jeunes porteurs de projets comme nous. Parce que ici, l'impression qu'on en a, c'est que c'est une grande famille d'entrepreneurs, que tout le monde finalement s'entraîne, que tout le monde connaît tout le monde, on a accès à des contacts extrêmement facilement. Et les gens sont là finalement, les gens qui ont réussi sont là pour aider ceux qui sont à la place où ils étaient il y a 10 ans. Plug and Start permet à de nombreux jeunes porteurs de projets de bénéficier de conseils précieux et d'un carnet d'adresses impressionnant. Le séminaire, reconnu parmi les 15 meilleures initiatives européennes, a si ce n'est la capacité de rendre attractif le département, du moins celle de rendre visible le dynamisme des entreprises et de l'ensemble des acteurs de l'innovation. Saint-André-les-Vergers, ville amie des enfants depuis le 20 novembre 2009. Cela fait donc un an que la cité de Riat a obtenu ce label décerné par l'UNICEF. Il s'agit de récompenser les villes qui s'investissent notamment dans les droits de l'enfant. Et c'est à l'occasion de ce premier anniversaire qu'une vingtaine d'écoliers de la commune a dévoilé en début d'après-midi un panneau au rond-point Robert Gallet. En tout, 3 panneaux viennent d'être installés aux entrées de la commune. Catherine Ledouble est maire adjointe en charge de la jeunesse à Saint-André-les-Vergers. Alors aujourd'hui, nous fêtons la journée des droits de l'enfant. Alors certes, une journée en avance, mais c'était pour nous le meilleur moyen de réunir les enfants des écoles. Saint-André mène depuis de nombreuses années une action en direction des jeunes.
et quel que soit leur âge, donc de 0 à 18 ans et quelle que soit leur provenance. L'année dernière, pour récompenser cette action, l'UNICEF nous a décerné le titre de Ville Amie des enfants. Donc, au début de la journée, nous avons inauguré le panneau d'entrée de ville Ville Amie des enfants à titre symbolique. Les enfants sont très contents qu'on les implique dans les projets en fait. L'idée c'est de les consulter quand on aborde des sujets qui les concernent et je pense que ça c'est quand même quelque chose de très important. Catherine Ledouble au micro de Cyril Tavernet et demain en plus c'est la journée internationale des droits de l'enfant. On referme ce journal par du football avec le 5e tour de la Coupe de France ce week-end. Après l'élimination de la Rivière de Corps sur tapis vert, il reste 2 clubs au bois en lice. La formation de division d'honneur de la Chapelle Saint-Luc recevra les pensionnaires de CFA2 de Vierzon dimanche. L'Estac, elle, se déplace à Château-Thierry dans l'Aisne demain. A priori, les joueurs de Ligue 2 n'ont pas de souci à se faire face à une modeste équipe de promotion d'honneur. Mais attention, entre le club troyen et la Coupe de France, c'est loin d'être une grande histoire d'amour. David Mutel. Pendant très longtemps, Jean-Marc Furlan a incarné la réussite en Coupe de France. En tant qu'entraîneur de l'équipe amateur de Libourne-Saint-Seurin, le technicien a éliminé bon nombre d'équipes professionnelles telles que Lyon. Mais une fois revenu dans le monde professionnel à Troyes en 2005, le coach Aubois n'a plus du tout connu la même réussite en chutant successivement devant Albi, Calais ou même Libourne, des équipes hiérarchiquement inférieures. Entre JMF et cette compétition, le courant ne passe plus. Il faut tout consacrer à la Coupe de France. Cette compétition ne demande pas, les compétitions à élimination directe demandent que, et particulièrement cette Coupe de France qui est très prestigieuse. C'est la seule et unique compétition que je connaisse sur la planète qui puisse réunir près de 2000 clubs, un sport co, et partant des amateurs, des plus petites équipes jusqu'à la plus grande, quoi. Pour éviter de voir ressurgir les fantômes du passé, Jean-Marc Furlan alignera sa meilleure équipe samedi à Château-Thierry. Il faut dire que depuis le début de la saison, l'Estac a clamé son intérêt pour le maintien ou le milieu de classement. Le club troyen peut alors du coup se consacrer avec sérieux à l'épreuve. C'est une compétition qui jusqu'au mois de février s'inscrit le samedi. Donc ça veut dire un match toutes les semaines. Dès l'instant où ça ne perturbe pas le calendrier du championnat, les équipes professionnelles sont très concentrées, oui, effectivement. L'Estac ne négligera pas pour autant son championnat, qui reste bien entendu l'objectif numéro 1 du club. C'est notre obsession. On a le championnat est notre obsession, évidemment. C'est pour ça que, et je crois que c'est pas que nous, c'est les gens qui aiment le club, vous, les supporters, c'est le championnat. Donc ce match de coupe est comme une répétition générale avant de recevoir le Havre. La saison dernière, l'Estac avait encore chuté lors des 32e de finale face à Vannes, lors de la séance de tir au but. Et coup d'envoi de ce match entre Château-Thierry et l'Estac demain soir à 19h. La Chapelle Saint-Luc recevra Vierzon dimanche à 14h30 au stade Vijanel-Erluison. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de votre week-end avec Sandra Durupt. À lundi pour un nouveau JT d'information. Excellent week-end à tous sur Canal 32.